Merci d'être là pour une après-midi autour de la bande dessinée, qui nous est chère à tous les quatre, et j'espère à un certain nombre d'entre vous. Le thème de cette première rencontre, c'est la bande dessinée sous l'occupation. Pourquoi en parler aujourd'hui ici, à l'occasion d'une formidable exposition qui se trouve au 3e étage, c'est bien au 3e, Didier Passamonique, que je vous présenterai, mais dont je peux déjà dire qu'il est à l'initiative, l'instigateur, le principal artisan de cette exposition. Cette exposition qui a été presque une nécessité à fabriquer après la parution d'une tétralogie en 5 volumes. Oui, je m'explique. Émile Bravo, dessinateur de bande dessinée, a fait son Spirou à l'invitation des éditions Dupuis. Les éditions Dupuis, qui possèdent le personnage de Spirou depuis très longtemps, et nous en parlerons même ici même, ont eu l'idée, il y a quelques années, de proposer, à côté de la série classique, qui elle-même a connu nombre d'auteurs qui se sont succédés, à proposer aux uns et aux autres de faire leur Spirou en un volume, pour qu'ils montrent un peu comment ils allaient se saisir de ce personnage iconique de la bande dessinée. Émile Bravo s'est vu proposer l'aventure. Émile Bravo, dont le dessin est lui-même déjà une synthèse, à mon sens, entre ce que pouvait faire un Hergé et ce que pouvait faire un Franquin. Une sorte de synthèse de la ligne claire, belgo-française. Je fais attention à ne pas dire franco-belge à côté de Didier Passamonique, belgo-française. Et en l'occurrence, Émile Bravo s'est posé une question on ne peut plus pertinente. Comment se fait-il que ce héros, qui, avant-guerre, puisqu'il est né en 1938, avant-guerre, était un simple groom de l'hôtel Moustique, à qui il n'arrive finalement pas grand-chose, qui se contente de monter et de descendre avec son ascenseur, comment se fait-il que ce personnage, que l'on retrouve après-guerre, en héros bondissant, en aventurier, en reporter, quelqu'un finalement de très mature et d'impliqué dans les affaires du monde? Se posant cette question, Émile Bravo a trouvé la réponse. Eh bien, entre les deux, il y a eu la guerre. Et donc, ce qui a fait Spirou, c'est la guerre et c'est l'amour. Cette histoire, ce journal d'un ingénu, puisque c'est le titre de ce premier album de Spirou par Émile Bravo, premier, parce qu'il était tellement formidable et tout le monde l'a trouvé tellement formidable, que lui-même, inspiré, et que les éditions Dupuis n'ont pu faire autrement que de lui dire « il faut poursuivre l'aventure ». Et l'espoir malgré tout, titre de l'aventure suivante, a nécessité 4 albums. 4 albums très épais. On n'est plus dans le 46-48 pages cartonné couleur des aventures de Spirou. Non, non, c'est un long fleuve qui est celui de la guerre, qui est celui de la prise de conscience, qui est celui de la confrontation à l'occupation, qui est celui de la découverte de la Shoah. Tout ça apparaît dans cette fresque majeure, au point que Didier Passamonique, ici présent, je l'ai vu dans l'exposition, considère que parmi toutes les bandes dessinées qui ont abordé la question de la Shoah, notamment, et de l'occupation, évidemment, il y a Maus d'Art Spiegelman, mais j'ai cru comprendre que vous n'étiez pas loin de mettre l'espoir malgré tout d'Émile Bravo juste derrière, voire à ses côtés. Et c'est vrai. C'est vrai que cette... Alors, si vous ne l'avez pas encore lu, n'hésitez pas. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est une bande dessinée qui se lit de 7 à 77 ans, parce que là, on va passer, non pas du côté obscur de la force, mais chez le concurrent, et dont on parlera également ici, mais sans doute à partir de l'âge de 10 ans,
Et tant que vos yeux sont bons pour pouvoir le lire, vous pouvez y aller. C'est vraiment quelque chose d'important. Voilà un peu pour la mise en situation de notre rencontre d'aujourd'hui. La bande dessinée sous l'occupation. Alors laissez-moi vous présenter Tal Brutman, ici, historien, spécialiste de la Shoah, contributeur de l'exposition. Vous avez participé très largement à la mise en place de cette exposition Spirou dans la tourmente de la Shoah, au troisième étage de ce mémorial. Et je citerai votre dernier ouvrage en date, parce qu'il y en a eu un certain nombre, un album d'Auschwitz, comment les Allemands ont photographié leurs crimes, qui vient de paraître au Seuil, et qui là aussi est une réflexion sur l'image. Et nous allons nous réfléchir aujourd'hui aux images à travers ces illustrés, à travers ces bandes dessinées pour enfants pendant l'occupation. À côté de vous, Maël Ranou. Maël Ranou, nous nous sommes rencontrés il y a peu à la Cité de la bande dessinée d'Angoulême, où vous étiez en poste il y a encore quelques semaines, tout récemment. Vous êtes un homme d'archives, j'allais dire. Vous nous avez présenté d'ailleurs des formidables bandes dessinées à ce moment-là. Aujourd'hui, vous êtes élève conservateur de bibliothèque, puisque c'est le milieu dont vous étiez originaire, je dirais, et où vous voulez retourner. Vous êtes passionné, auteur, chercheur en bande dessinée. Vous avez fait une thèse sur la BD québécoise et également Pif Gadget et le communisme l'an dernier aux éditions PLG. Et puis à mes côtés, donc, évidemment, alors là, il faudrait presque 2 fiches. Didier Passamonique, éditeur, journaliste, commissaire d'exposition. Vous dirigez actuabd.com, qui est le premier site d'information sur la bande dessinée en France. De vos nombreuses interventions en matière de bande dessinée, je citerai quand même que vous avez dirigé la mise en place de l'exposition ici même, c'était Shoah et bande dessinée. Vous avez été également, là vous étiez commissaire, vous avez été également commissaire sur Superman, Superman au chat du rabbin, la bande dessinée. Commissaire scientifique. Commissaire scientifique, effectivement. Et donc aujourd'hui de Spirou dans la tourmente de la Shoah, présenté ici même. Un ouvrage quand même que je voudrais citer, c'est Mickey Agurs, que vous avez, les carnets de dessin de Horst Rosenthal, coécrit avec Joël Kotek et Tal Brutman, et qui était paru chez Kalman Levy, Mémorial, coédition Mémorial de la Shoah. Tout ça pour dire que ces images, je parle beaucoup, hein, mais ça permet quand même d'entrer dedans. Ces images, je ne suis pas sûr que tous ceux qui les lisaient à l'époque, les enfants qui lisaient de la bande dessinée en 1938, 39, 40, 41, 42, qui avaient accès à des ouvrages tant qu'il y en avait. On verra qu'à un moment donné, il y a eu une extinction d'une certaine partie de ce qui pouvait passer entre les mains des uns et des autres. Je ne suis pas sûr qu'ils avaient conscience de tout ce qu'il y a derrière les images et ce qu'on peut leur faire dire ou pas dire, et le sort réservé à ceux qui les fabriquent, qui les créent. Allez, et puis je m'arrêterai là. Une dernière anecdote. Je m'entretenais de cela ce matin au téléphone avec mon père, né en 1930, encore vaillant, 92 ans, et à qui je racontais un peu ça, et qui me disait « Oh, mais moi, rue Pache, dans le 11e, à côté, avec mon copain Léon Cory, on se partageait les BD. » Un jour, Léon Cory, il n'est plus venu en classe, mais il l'a retrouvé 50 ans plus tard aux États-Unis. Et toujours est-il que il se partageait ses BD, mais sans avoir. Il me dit, moi, je ne voyais pas tout ça. J'avais juste Bibi Fricotin, j'avais juste des aventures, j'avais juste des héros et qui portaient tout ça. Je crois qu'il est largement temps, et vous y contribuez, et cette expo y contribue, de se rendre compte de tout ce qu'il y a derrière tout ça. Alors, messieurs, nous avons préparé un petit livre d'images qui vont passer derrière nous, qui ne seront pas de manière très didactique, on ne va pas s'arrêter sur chaque image, c'est juste que vous les ayez dans les yeux. Et parfois, quand nous discuterons, vous verrez que les images correspondent à ce que nous disons, mais de toute manière, elles vont passer et repasser. En l'occurrence, je voudrais d'abord peut-être qu'on sache, qu'on comprenne ce qu'était le paysage de la bande dessinée avant-guerre. Peut-être au niveau éditorial. Tal Brutman. Alors, en fait, et c'est là où, d'une certaine manière, il y a
pas un problème, mais une manière d'aborder les choses qui montre qu'on est vraiment éloigné dans le temps. C'est qu'à l'époque, ça ne s'appelle pas encore vraiment bande dessinée, on parle d'illustrés. Les illustrés. Et il n'y a quasiment pas d'albums qui sont publiés, ou très peu, on y reviendra, mais c'est de la presse pour la jeunesse, périodique, et qui est vraiment très sectorisée. C'est-à-dire qu'il y a tout un ensemble d'éditeurs. Alors, les deux plus importants pour eux ici sont les frères Offenstadt et Paul Winkler, et on va expliquer pourquoi ils sont importants pour ici en particulier, parce que la famille Offenstadt et Winkler sont juifs d'origine, ça a toute son importance pour la suite, mais non, j'ai l'habitude ici, ça porte jusqu'au fond, il n'y a pas de souci. Mais il y a un autre élément qui est très important, il y a la presse catholique, il y a la presse communiste, et chaque éditeur en plus a des cibles au niveau du public. Il y a la presse pour les garçons, et puis il y a aussi des journaux destinés aux jeunes filles. Le journal de Suzette, par exemple, ou Winkler qui fait Confidence. Il y a plein de... Bécassine. Oui, évidemment. Et on peut les dérouler comme ça. Donc, on a vraiment affaire à quelque chose qui est très particulier à l'époque, sans même remonter au début du XXe siècle, où le vrai premier gros journal, je ne sais pas si Didier, tu seras d'accord, c'est les frères Offenstadt avec les patents et Forton qui lancent les pieds nickelés très rapidement au début du journal. 1908. Merci. Début du XXe siècle, donc. Et en fait, à partir de là, va se développer tout un mouvement avec plein de héros ou d'héroïnes, dont Bécassine et quelques autres qui vont, Bibi Fricotin, par exemple. Et dans l'entre-deux-guerres, on va voir se démultiplier les titres, avec notamment le rôle central de Winkler, qui va être la cheville ouvrière. C'est pas le premier, mais ça va vraiment être la cheville ouvrière qui va importer en France des productions qui ne sont pas françaises. Et là aussi, ça va engendrer des relents de xénophobie. Je pense qu'on reviendra là-dessus tout à l'heure. Mais on a donc ces illustrés pour la jeunesse, et à l'époque, il faut insister là-dessus, à la fin du XXe siècle, voire début du XXIe siècle, ça va rester très prégnant sur la bande dessinée. La bande dessinée est vue un truc comme étant pour les gamins et pour personne d'autre. Et la bande dessinée à l'époque est quasiment dénuée de tout message politique. Quels sont les héros, Didier Passamonique, d'avant-guerre, les gamins, comme vous dites, c'est qui leur héros de papier? 1905, Bécassine, qui joue un rôle très très important. Parce que quand tu dis qu'il n'y a pas de message politique, en fait, il y en a, c'est sous-tendu. C'est sous-tendu. L'histoire d'une héroïne bretonne qui vient à Paris, il y a un message politique. Quand la même héroïne bretonne va en Turquie, et c'est d'ailleurs dans un Bécassine qui s'appelle Bécassine chez les Turcs qu'on a pour la première fois la mention du génocide des Arméniens en 1919. Mais effectivement, c'est des publications pour la jeunesse et ça n'a pas l'intention d'être politique. Elle participe aussi à l'effort de guerre, Bécassine d'ailleurs. Pardon ? Elle participe aussi à l'effort de guerre. Il y a des albums Bécassine, soutien. Absolument. Donc il faut un peu nuancer. Non. On peut regarder la production BD aujourd'hui, voir ce que c'est des BD politiques. Oui, bien sûr. De la même manière que les X-Men en 1960, c'est pas politique, même s'il y a des messages sous-jacents, mais on peut pas dire que parce que Bécassine est une Bretonne, même si on peut y voir aujourd'hui un message politique, c'est pas un message politique, il n'y a pas de scénario politique. Soutenir l'effort de guerre, c'est quelque chose qui est fait dans toute la France. Donc ça relève pas du message politique. Ça se passe dans une actualité, mais ça relève pas d'un scénario pensé politiquement. Bécassine, les pieds nickelés. Tintin. Tintin À partir de 1920. Avant ça, Zic et Puce d'Alain Saint-Augan. Donc Tintin 1929. Et puis à partir de 1934, de 1930 en fait, parce que Winkler crée Opera Mundi en 1928. À partir de 1930, il introduit Mickey en France. Qui est publié dans des quotidiens à des tirages énormes. On parle de 2 millions d'exemplaires par jour. Et puis dans la foulée, il va faire des albums avec Hachette et il va créer, toujours avec Hachette, le journal de Mickey en 1934. Et comme l'a très bien dit Tal Brutmann, ça révolutionne complètement le paysage de la BD. En clair, tous les autres éditeurs vont perdre environ 30% de leur lectorat suite à l'arrivée de Mickey. Et ça va d'ailleurs provoquer des petites réactions
assez virulente de la part de certaines officines. Alors, il faut décrypter. Hein. Les officines, parlons clair, c'est-à-dire qui s'émeut, qui s'étonne et qui dénonce éventuellement ces illustrés-là qui sont réalisés soit par les frères Offenstadt de la Société parisienne d'édition, soit par Winkler avec Opera Mundi qui lui achète essentiellement, mais pas uniquement, des droits étrangers. Qui ça gêne? Beaucoup de monde. En fait, il n'y a pas une personne que ça gêne, même s'il y a un nom qu'on va évoquer, qui est l'abbé Bethléem. Mais ça gêne beaucoup de monde parce que notamment, et c'est ce que vous venez de dire, il y a cette image que Winkler ne fait que de l'importation de bandes dessinées américaines, entre autres, mais aussi italiennes ou espagnoles, alors qu'il fait travailler énormément d'auteurs français. Et il va y avoir toute une croisade aussi. Alors, Bethléem, c'est de croisade morale, et on va y revenir. Et il y a une croisade politique. Dans les deux cas, c'est fortement xénophobe et antisémite, où des auteurs français vont expliquer qu'ils n'ont pas de travail à cause de l'ignoble Winkler, qui ne fait que publier des auteurs étrangers, ce qui est faux, et en plus, il paye très bien les auteurs français. Mais il va même y avoir des débats à l'Assemblée nationale sur la mainmise par ce juif, si on reprend les mots de l'époque. Et donc Winkler est attaqué parce qu'il ne ferait que de l'importation et casserait le marché en tirant les prix vers le bas, ce qui est faux, mais il est attaqué là-dessus. Et dans le même temps, les frères Offenstadt sont attaqués quasiment depuis les débuts de l'Épatant, notamment comme étant des pornographes. Voilà, c'est le terme qui est utilisé à l'époque. Notamment par un homme qui a un rôle central, et je pense que Didier aura beaucoup de choses à dire à son sujet, qui est l'abbé Bethléem, qui est à la tête d'une croisade morale en France, qui va avoir une importance considérable pour l'histoire de la bande dessinée, parce que même s'il meurt juste avant l'arrivée du régime de Vichy au pouvoir, il va être l'homme qui va servir d'inspiration pour la grande loi sur la censure de 1948 et d'autres 49, et d'autres éléments qui vont venir irriguer avant cela, avec en plus un élément chez Bethléem, tous les ans, à partir du début du XXe siècle, il va publier sous différents noms un journal qui cible les publications qu'il s'agisse de livres, romans, auxquels il donne une gradation, si c'est cachère ou pas cachère, ou catholique ou pas catholique, et évidemment la bande dessinée qui est vue comme une perversion pour la jeunesse. Et d'ailleurs, Winkler sera attaqué de la même manière par Bethléem, au motif que Mickey est abrutissant pour la jeunesse. En plus, Winkler a une idée de génie, puisqu'elle va faire Flores, il publie les recueils des invendus en album. Spirou et Tintin vont faire très rapidement, mais c'est très très mal vu, parce que ça pérennise la circulation de ce qui est vu comme une source d'infection pour les jeunes esprits. Donc il y a tout ce combat moral. Bethléem ne vise pas que la bande dessinée, il vise vraiment tous les auteurs français. Victor Hugo, très mauvais auteur français, parce qu'il y a plein de mauvaises choses dedans. Donc c'est pour vous montrer que Bethléem, il ne vise pas la bande dessinée. Zola, on peut tous les faire. Si vous lisez, c'est disponible sur Gallica, vous pouvez télécharger. Et son principal ouvrage qui va servir de point de départ et les mensuels ou bimensuels qu'il va publier, c'est pas vraiment comme ce qui va se produire aux États-Unis au début des années 50 avec la croisade contre les comics, qui là cible vraiment les comics, et je ne sais pas si tu vas en parler, qui est vraiment très importante. Là, on est plus dans un ordre moral général sur les lectures offertes au public. On va rester dans notre sujet qui est la bande dessinée sous l'occupation. Là, on essaie de déboiser un peu le paysage juste avant. On n'ira pas jusqu'aux années 50, sinon il nous faudrait 3 jours pour que vous commenciez à évoquer les choses. En Belgique, là, on vient d'évoquer la France. En Belgique, quel est le paysage de, cher Didier Passamonique, avant-guerre? Il y a déjà, de manière très marquée, quelque chose qui est de l'ordre de la presse jeunesse catholique, chrétienne, et quelque chose qui n'en serait pas? Ah oui, absolument. Il y a un type d'édition qui est d'ailleurs à l'origine de ces recueils. C'est les images d'Épinal qui faisaient déjà l'objet de recueils
dès le début du siècle. Et en fait, il y a l'équivalent des images d'Épinal en Belgique qui s'appelle Brepols. C'est une maison flamande qui est à Turnhout et qui publie à la fois en français et en néerlandais. Et ce sont des images d'Épinal, mais aussi très vite, ils vont publier des revues pour la jeunesse, notamment Petit Belge ou JG, les premiers Blondins sur de JG. Joseph Gillin, grand dessinateur de bande dessinée. Qui dessinera Spirou. Qui dessinera, entre autres, Spirou. Voilà. Et donc, et puis il y a un autre grand éditeur qui est Gordine, qui est un éditeur liégeois, et qui commence aussi à publier des espèces d'images proto-épinal, mais qui très vite va faire des albums, qui va faire des bandes dessinées, qui va publier des auteurs français comme Marie-Jacques, par exemple, ou Vika. Et c'est un éditeur très puissant qui va publier beaucoup de bandes dessinées. Et après la guerre, ça va changer. Ils vont faire du livre pour enfants. Ça va s'appeler Chagor. Et en fait, les éditions Emma, qu'on a tous eu entre les mains, c'est à l'origine les éditions belges de Gordine. Alors voilà un peu le paysage. Vous voyez quelque chose à ajouter sur ce paysage d'avant-guerre ? Oui, la loi de 49, en fait, Tal a tout à fait raison. Elle trouve son inspiration ? Elle est conçue sous Vichy. Et elle va sortir du chapeau en 49, mais on aura largement l'occasion d'en reparler. Mais sous Vichy, c'est déjà l'occupation. Juste une question moi, pour mon voisin. Alors, vraiment, ça m'évoque ce que tu disais, mais alors, moi, je ne suis pas spécialiste de cette période. Et justement, on parlait des frères Offenstadt. Des frères Offenstadt. Mais du coup, justement, quand on parlait des campagnes contre eux, il me semblait qu'ils ont dû changer le nom justement de leur structure pour devenir Société parisienne d'édition, non ? Ou ça, c'est moi qui ai rêvé Oui, en fait, la campagne la plus virulente, c'est en 1911, où les Offenstadt vont porter plainte contre des gens qui les diffamaient. Ils vont gagner d'ailleurs, sauf qu'ils vont comprendre que dans le contexte de l'affaire Dreyfus, qui est encore en cours à ce moment-là, le nom d'Offenstadt pose problème, et donc ils vont transformer le nom de leur maison d'édition en Société parisienne d'édition, SPE, et encore après-guerre, les Pieds nickelés seront publiés sous ce label. Mais il crée aussi d'autres maisons d'édition. Il n'y a pas que la SPE, il y a plusieurs maisons d'édition qui dépendent des frères Offenstadt. Et eux-mêmes, antisémite qu'il fallait changer de nom. Voilà, et eux-mêmes, à un moment donné, vont franciser. L'un des deux va franciser son nom de Offenstadt en ville franche, ville ouverte, donc ville franche, et il s'appellera Monsieur Villefranche, Offenstadt. Nous arrivons à 38. Je dis 38 parce qu'en 38, si je ne m'abuse, c'est la naissance de Spirou. Comment naît Spirou, monsieur Didier Passamonique ? Alors, c'est intéressant parce que l'influence américaine est très prégnante, elle est très présente en fait. Comment naît Spirou ? Spirou est né par un dessinateur français qui s'appelle Robert Welter. Et Robert Welter était chef de rang sur un transatlantique, c'est-à-dire que c'est lui qui dirigeait les grooms sur ce transatlantique. Et il se fait qu'il a un petit talent pour le dessin, et il rencontre un dessinateur américain qui est Martin Branner, qu'on connaît sous le nom de Biko. C'est qui faisait une BD qui s'appelait Biko, en fait c'est Winnie Winkle en anglais. Biko est la bande des... je ne sais plus. Ça plus personne ne se souvient. Biko est la bonne des Rantanplan, non ? Non, c'est pas ça. Non. Mais bon, Biko. C'est en gros, sur la couverture, c'est Biko. Et donc, Biko, c'est une des grandes bandes dessinées qui sont des best-sellers avant-guerre. Et donc, il s'adresse à Martin Branner. Il dit, vous savez, je dessine un petit peu. Ah bon, montrez-moi voir ça. Et Martin Branner va l'engager, il va devenir l'assistant de Martin Branner à New York, avant de revenir en France et de créer le personnage de Toto, qui est une des publications de l'époque. Et à ce moment-là, on est en 1938, Jean Dupuis, qui a créé sa maison d'édition depuis 1922, quoique... si on regarde bien les documents de l'exposition, Charles Dupuis déclare que c'est en 1921, donc il y a une controverse. Mais donc Jean Dupuis
veut créer un personnage qui s'appelle Spirou. Spirou, c'est un mot wallon qui signifie écureuil, qui en même temps désigne un enfant un peu espiègle. Un garnement. Un garnement. Et donc, il va chercher Robert Welter. Il dit, voilà, on voudrait que vous fassiez une BD pour notre journal. Et Robert Welter va se souvenir de ses grooms sur son transatlantique, et ça va devenir le personnage de Spirou, qui, contrairement comme ça, un écureuil, il est roux. Oui, c'est ça. Et qui, contrairement à ce que ça a pu être dit, vit des vraies aventures. Hein. Il y a une aventure de Spirou de 1938 ou 39, où Spirou a un oncle d'Amérique et qui en fait son héritier, sauf à la condition qu'il dépense $1 million par jour, et il n'y arrive pas. Donc voilà le genre d'aventure que Spirou vivait avant la guerre. Et dans Spirou paraît Superman, le Pim Pam Poum, de Dick Tracy, paraît des grandes BD américaines. Ça ne durera pas longtemps parce que la guerre est là. La guerre est là. Et nous allons donc entrer là de plein pied dans la guerre. Entrer de plein pied dans la guerre, est-ce que ça veut dire que du jour au lendemain, tous ces journaux vont devoir cesser de paraître ou pas? Non, ils continuent à exister. Tal Brutman. La question, c'est quand? Parce que vous dites la guerre, mais la guerre commence en septembre 39 et la défaite, c'est en juin 40. De septembre 39 à juin 40, il continue à apparaître sans aucun problème. On est sous la République. Par contre, la Belgique, c'est mai 40. Oui, mais on est en France. Et tu vis en France, je te le rappelle, donc tu es français, on peut dire franco-belge, c'est pas grave. Mais en fait, avec la défaite, il va y avoir une interruption des publications, mais de toute la presse, pour des raisons d'organisation. Si on prend la bande dessinée, il y a une partie des éditeurs qui vont se replier en zone libre, ce qui va avoir une conséquence directe, avant de revenir à la période charnière de l'été 40, c'est qu'avec la ligne de démarcation, on va avoir une moitié des titres de bande dessinée qui existent en France qui vont être en zone occupée et une moitié des titres qui vont être en zone libre, sans circulation en gros, à part 1 ou 2 titres. Soit on est publié en zone occupée, soit on est publié en zone libre, et ces publications ne transitent pas de l'autre côté. Donc il va y avoir un clivage très important d'un point de vue éditorial. En même temps, on a des dessinateurs, eux, qui circulent dans les deux zones. On en prend qu'un, Eric, dont Didier estimait juste avant qu'on commence qu'il n'était pas très connu, mais qui est très bien pour illustrer ça. Eric est un des dessinateurs de l'époque. Il bosse pour le journal Benjamin, qui est publié à Clermont-Ferrand, notamment avec, à un moment, comme rédacteur en chef, Saint-Augan. Et puis, il va être un des principaux dessinateurs du Téméraire, qui, lui, va être édité à Paris à partir de 1943. Nous y reviendrons. On y reviendra. Mais ça vous montre aussi qu'il y a une importance physique au sens premier du terme. Les journaux, ils sont d'un côté ou de l'autre de la ligne de démarcation. Alors, du côté en zone occupée, qu'est-ce qui demeure et est-ce qu'on continue à trouver autant d'illustrés qu'avant-guerre? Alors, ce qui demeure, on a fait une répartition des rôles, le politique pour moi, l'artistique pour Didier. Et la Belgique. Oui, et le reste du monde pour toi aussi. Mais en fait, il y a une chose très importante en termes de chronologie. Pendant la guerre, en zone occupée, pour pouvoir être publié, il faut des autorisations des Allemands. Je ne parle pas de censure, mais de quelque chose d'encore plus important. Il faut du papier qui est fourni par l'occupant. Or, fin 1941, les Allemands vont décider de réduire le stock de papier alloué pour la presse en ciblant tout d'abord ce qui est appelé à l'époque presse pour la jeunesse, autrement dit les illustrés. Ce qui fait que dans le premier trimestre 1942, tous les titres illustrés vont disparaître de la zone occupée. Il n'y a plus qu'en zone libre où on va publier de la bande dessinée. Avec un autre élément, je vais y revenir. Pause. Je voudrais savoir ce qui se passe en Belgique au même moment. Et après, on y revient. Et moi, j'aurais aussi une question. Il y a le paramètre du papier, c'est important de le souligner. Il y a aussi le paramètre de la distribution. Parce que donc, les messageries de la presse parisienne sont mises sous séquestre. Oui, mais donc, tu rebondiras tout à l'heure, sont sous séquestre. Et en Belgique également, la filiale d'Hachette qui gère la distribution des journaux en Belgique est sous séquestre. Et donc, les Allemands contrôlent 2 fois, en fait, la situation. Donc, la plupart des journaux s'arrêtent.
Le petit 20e qui publie Tintin, par exemple, s'arrête en mai 40. Tintin paraissant à l'époque dans le Petit 20e, qui était le supplément dominical du journal Le 20e siècle. Voilà, c'est ça. Et donc le 20e siècle s'arrête avec l'arrivée des Allemands et ne reparaîtra pas ensuite. Dans le cas de Spirou, il y a également une interruption et ça redémarre à partir de novembre, je crois, 1940. C'est le cas pour Petit Belge, c'est le cas pour toutes les autres les publications, même secondaires, qui sont en Belgique. Alors on voit l'importance du papier, on voit l'importance du contrôle finalement allemand. Ce contrôle, il va encore plus loin, puisque les Allemands souhaitent infiltrer les journaux eux-mêmes. Une question, je crois, de Maël-Rano. Oui, alors, comment on travaille commence vraiment un petit peu après, du coup, c'est autant de l'apport que de la vraie question sincère. Notamment mon voisin qui a parlé rapidement de la presse communiste, justement. Donc moi, je m'intéresse à la presse communiste, mais pendant la guerre et après. Et justement, la presse communiste, mon camarade qui existait, qui s'est arrêté, a interrompu bien avant, lui, dès 1939. Donc sans doute que la presse communiste a été frappée, j'imagine, d'interdiction avant ces questions-là. C'est pas la presse communiste qui a été frappée d'interdiction, c'est le Parti communiste qui a été frappé d'interdiction. Ça, je savais, mais du coup, j'imagine la presse avec, c'est ça que je voulais dire. Mais du coup, en presse jeunesse, il y a des BD, il y a mon camarade qui s'arrête dès 1939, quoi, c'est ça. Et je dis, c'est bien ça, ils ont à partir de septembre 1939, le PC fait allégeance à l'URSS qui a signé un pacte avec le Troisième Reich, ils sont déclarés hors la loi. Oui. Mais il y a un élément très important c'est bon de le rappeler. Il faut souligner, c'est qu'il y a aussi des albums qui sont publiés en zone occupée. Et ces albums-là, notamment par Hachette et d'autres éditeurs, ils ont aussi une importance. Et parmi les auteurs qui vont être publiés en album, il y en a 3 qui sont historiquement, pour des raisons très différentes, très importantes. Il y a Saint-Augan, qui à l'époque, on va dire, est le plus grand auteur français. Il y a le vrai plus grand auteur français qui est aussi publié à l'époque, qui s'appelle Calvo, et qui va faire un chef-d'œuvre, mais à la sous l'occupation, mais qui sera publié à la Libération. La bête est morte, dont on voit le loup avec son brassard nazi dans les images qui défilent. Et puis il y a un troisième auteur qui va avoir un premier album publié en 1942, avant même la création du Téméraire, qui est Vika, avec son héros éponyme, et qui va faire de la propagande pro-allemande dès 1942. Nous y revenons. On va y revenir, mais c'est très important de le rappeler maintenant. Oui, mais ils mettent un peu de trouble quand même dans tout ça. Je voulais qu'on installe, qu'on explique, qu'on comprenne comment les Allemands s'installent dans la presse, et notamment la presse jeunesse. Mais justement, vous avez sauté une étape avec la question. C'est que les frères Offenstadt et Winkler sont, dès l'été 40, ciblés à la fois par Vichy et par les Allemands. Il n'y a pas que les Allemands. Et en fait, ce qui va se passer, il y a 2 choses très importantes. D'une part, Winkler va replier son entreprise dans ce qui va devenir la zone libre. En fait, comme l'immense majorité des Parisiens, il quitte la capitale. Il quitte la capitale avec une partie de son entreprise qui va être réinstallée à Marseille, Opéra Mundi. Et les frères Offenstadt vont aussi quitter la capitale, puis revenir ensuite au début de l'occupation. Mais les 2 sont immédiatement ciblés par les Allemands qui vont piller les locaux dès l'été 1940. Ce qui montre une chose fondamentale, autant Offenstadt que Winkler, autant les frères Offenstadt que Winkler sont identifiés par les Allemands comme des gens très importants. Il y a d'autres, des banquiers juifs par exemple, qui vont être ciblés, ou des hommes politiques. Mais ces 2 groupes-là, Opéra Mundi et la SPE, les autres entreprises qui en dépendent, sont dès l'été 40 la cible de pillage. Et dans le même temps, Vichy, qui est en concurrence avec les Allemands, va procéder à une mise sous séquestre, puisque à l'été 40, on ne parle pas encore d'aryanisation économique, c'est-à-dire de spoliation, et va très rapidement essayer de s'approprier ces 2 entreprises. Avec en plus, pour presque finir de répondre à votre question, quelque chose qui là aussi va jouer son rôle, c'est que Paul Winkler, qui par ailleurs est français, naturalisé français depuis les années 30, est marié avec une femme qui n'est pas juive. Et donc Winkler va transmettre la possession de Opéra Mundi à sa femme, ce qui va permettre à Opéra Mundi de recommencer à fonctionner dès la fin de l'année 1940 en zone libre et de fonctionner jusqu'à quasiment la fin du régime de Vichy. Tout simplement parce que l'entreprise n'appartient plus à un juif, avec énormément de guillemets. Et votre question, je pense qu'elle vise en fait un homme qui va être un homme de paille pour le Troisième Reich, qui est Iblen, qui va venir avec une mission, essayer de montrer un empire éditorial
en France occupée et qui va notamment s'arroger pour partie, on va dire, le portefeuille au sens artistique et journalistique de la SPE, et aussi il va essayer de mettre la main sur Opéra Mundi qui va lui échapper. Mais dès la fin de l'année 1940, ces deux entreprises-là sont les cibles majeures, et du coup, parce qu'elles appartenaient à des juifs, elles étaient parmi les plus gros éditeurs en France avant la guerre, ça vient bouleverser la question de départ sur le paysage éditorial en France. D'emblée, ça enlève deux des plus gros acteurs du paysage éditorial. Donc on va se retrouver avec des journaux qui tirent à des centaines de milliers d'exemplaires. Le journal de Mickey, de mémoire, c'est 400 000 avant la guerre. Et les autres, Robinson, Hopla, Le Cri-Cri, enfin plein de journaux publiés par l'un ou l'autre groupe, ça représente des millions en cumulé en termes de tirage. Or, ils disparaissent purement et simplement. Le journal de Mickey va reparaître dans des conditions très particulières en fusionnant différents journaux pour en recréer un. Donc d'emblée, ça va remodeler toute la scène. Et ça vient impacter dès l'été 1940. Autrement dit, ce qui va se redessiner, ma première réponse initiale, il faut tenir compte aussi du fait que, en raison de la politique ou des politiques antisémites allemandes et françaises, tout le champ éditorial est transformé d'emblée avant même qu'il y ait une reparution des journaux qui avaient cessé de paraître. Si vous le permettez, je voudrais juste rajouter que on fera un détour en Belgique. Vichy retire la nationalité française à Vinclair, et puis il y a les Italiens aussi. Il est déchu de sa nationalité. Il est déchu de nationalité et il va partir aux États-Unis. Dans un second temps, on dit souvent qu'il est parti tout de suite aux États-Unis. Non, il se replie à Marseille, transmet l'entreprise à sa femme. Il divorce. Il divorce, mais ça ne change pas grand. Enfin, non, mais pour prendre du champ. Pour prendre du champ, en fait. Ensuite, il part aux États-Unis quand ça devient irrespirable pour les Juifs en France, c'est-à-dire fin 40, après la publication du statut des Juifs, avec ses enfants. Et finalement, sa femme va le rejoindre très rapidement également, et l'entreprise va continuer à être gérée par des associés, mais qui sont des hommes de paille et qui gèrent l'entreprise pour Paul Winkler. Et Paul Winkler, pour en finir avec lui, parce que je pense qu'on va passer à autre chose, aux États-Unis, va devenir un activiste très important. Il va multiplier les publications anti-nazis. Il va lever des fonds, il va jouer un rôle politique en faveur de la lutte anti-nazie et aussi de la France libre aux États-Unis. Donc Winkler ne s'efface pas, il fait comme énormément de Français qui vont partir à l'étranger pour résister depuis l'étranger. Maël Radou. Ça m'intéresse énormément cette histoire de Mickey, justement, parce que dans les archives que vous avez vues à la Cité, il y avait ces journaux de Mickey des années 40 à 44, je crois. Et on en a vu quelques-uns passer avec, qui étaient fusionnés, je ne sais plus, à Hopla, le journal de Mickey et Hopla. On voit Babou. En fait, au bout d'un moment, au début, il y a encore des aventures de Mickey dedans, de Disney, et au fur et à mesure, il n'y a plus du tout de Disney, il n'y a que des aventures d'autres personnages. Je me demandais comment c'était fait. Leur stock était épuisé, peut-être de BD américaines. À partir du moment où les Américains sont officiellement en guerre avec les nazis. À partir de 1942, la bande dessinée américaine n'est plus importante en France. Donc de la même manière, ça leur a interdit. Non, c'est pas interdit. C'est pas une question d'interdiction, c'est une question de rupture de commerce. Oui, surtout, c'est-à-dire que le système Vinclair, le système de la diffusion des comics américains, c'est qu'ils envoyaient ce qu'on appelle les flancs, qui permettaient de couler les plaques de zinc pour l'impression. Et l'arrivée de ces flancs, ils avaient des stocks chez Opéra Mundi. À un moment, ces stocks s'épuisent et voilà pourquoi ça s'arrête. J'imagine qu'ils avaient des stocks comme ça intenses. Pour ça. On se retrouve donc, c'est assez drôle, avec le journal de Mickey sans Mickey dedans, quoi, pendant des années. Enfin, c'est assez curieux. Je vous raconterai ce qui se passe avec Mickey à la Libération. Avant d'aller en Belgique, parce que je voudrais qu'on y retourne, vous avez quand même lancé un petit caillou là pour dire les Italiens également. Il faudrait peut-être dire un mot de vous êtes en train de discuter, de savoir qui va de vous deux. Bon, allez, Didier. Je prends la main. Allez, oui, prenez la main sur cette affaire italienne. Oui, il y a deux grands éditeurs italiens qui sont présents en France, qui sont Carozzo et Cino Del Duca. Del Duca, c'est un des grands éditeurs de l'après-guerre. C'est lui qui publie Nous deux, notamment. C'est un tycoon de l'après-guerre.
Pour ceux qui sont un peu jeunes, peut-être, c'était les romans photos, le roman photo, l'excellence du roman photo romantique. Et donc toujours de la bande dessinée, il faut le noter. Et donc il fait partie des clients de Opera Mundi notamment, et il publie énormément de bandes dessinées américaines. Et c'est intéressant parce que ce sont en réalité deux éditeurs qui ont fui le régime fasciste de Mussolini pour venir en France et qui se font un petit peu rattraper par un autre régime fasciste. Et c'est intéressant de voir qu'ils vont courber l'échine assez vite. Là-haut, vous verrez une publication des éditions Del Duca où il est indiqué que les nouveaux abonnés gagneront une pochette de photos du maréchal s'ils s'abonnent. Donc ça donne bien le ton, c'est-à-dire qu'il se planque un peu et puis il aura, alors c'est un peu controversé, mais il aura un petit rôle de résistant pendant la guerre. Alors là-haut, pour ceux qui ne seraient pas dans la salle, ça veut dire dans l'exposition Spirou dans la tourmente de la Shoah. En Belgique, au même moment, que se passe-t-il ? Il se passe un événement considérable. C'est que Rob Vell est appelé sur le front. Robert Welter, dit Rob Vell, celui qui a dessiné pour les éditions Dupuis, qui a créé le Petit Groom. Il est appelé sur le front et au début, son épouse se débrouille avec des amis dessinateurs pour essayer de poursuivre Spirou, mais elle est à Paris. Spirou est en Belgique, à Charleroi. Il y a une frontière. On peut oublier qu'il y a une frontière entre la Belgique et la France. Et donc, le matériel arrive avec difficulté. Donc, du coup, les Dupuis sont obligés de demander à un autre dessinateur, avec l'accord de Robert Welter, de poursuivre Spirou. Et là intervient J.G. Joseph Gillin, dont on parlait tout à l'heure, dont le dessin défilait là tout de suite, et qui va reprendre les aventures de Spirou pendant toute la guerre, pendant toute l'occupation. Pendant toute la guerre ? Parce que Spirou ne va pas s'arrêter ? Alors, c'est une bonne question. Les albums ne s'arrêteront pas, mais tu veux qu'on parle de 1943 ? Peut-être juste avant, de dire peut-être qu'en Belgique, au même moment, on a le fait que, pour des raisons d'ailleurs plutôt commerciales, le XXe siècle va s'arrêter, le petit XXe va s'arrêter. Il ne vendait plus assez. Et là, il y a un autre événement très important, c'est Hergé, l'auteur de Tintin. C'est que Tintin va très vite continuer à apparaître. C'est également vers octobre-novembre 1940, mais dans des conditions très différentes. C'est-à-dire que au fond, le paysage éditorial de l'occupation est le suivant, c'est que Hergé, qui publiait dans le petit 20e, qui tira 10 000 exemplaires. Il faut se rendre compte que c'est pas du tout... Tintin, c'est pas encore le phénomène qu'on connaît aujourd'hui. Mais pendant l'occupation... Non seulement c'est pas le phénomène qu'on connaît aujourd'hui, mais quand on regarde les chiffres que vous avez évoqués tout à l'heure sur les tirages des illustrés, des journaux illustrés pour la jeunesse de l'époque, c'est ridicule. C'est totalement ridicule. Sauf que du simple fait de la guerre, du simple fait de l'occupation, Tintin qui... j'ai eu cette conversation avec Pierre Assouline où on se disait, est-ce que Hergé, antisémite, fasciste, en fait, la vraie question, c'est pourquoi il n'a pas été plus fasciste qu'il n'aurait dû. C'est-à-dire que dès 1930, il illustre De Grelle, qui est le Gauleiter qui est la grande figure de l'occupation en Wallonie pendant la guerre, qui va aller sur le front de l'Est. Enfin, il est tellement apprécié par Hitler. Léon De Grelle, le créateur du mouvement Rex. Du mouvement Rex. Bon, ok, je ne le dis pas alors. Et donc il y a cette figure... Même pour traiter les gens de mythomanes, je vous autorise à mettre votre micro sous le menton, s'il vous plaît. Oui, non, même pour dire c'est pour Didier, s'il vous plaît, sinon on ne vous entend pas. Mais donc, je m'apprêtais à dire que, selon le mythomane de Grelle, Hitler aurait dit si j'avais un fils, j'aurais voulu qu'il soit comme vous. Oui. Donc il s'en vantait. Je te rappelle que, selon le mythomane de Grelle, Tintin est inspiré de lui-même. Voilà. Il a publié un livre, Tintin, mon copain. Non, mais ceci pour dire qu'il y a une
connexion très forte entre ces gens-là, et notamment un monsieur qui s'appelle De Becker, qui écrit un opuscule intitulé Pour un ordre nouveau, qui est une espèce de bréviaire du fascisme européen, illustré par Hergé également, avant la guerre. Et ce De Becker va être celui qui va diriger le grand quotidien belge Le Soir, qui est sous séquestre allemand, qui est appelé le Faux Soir par les Belges. Le Soir volé. Le Soir volé, pardon. Le Faux Soir est une autre histoire. Le Soir volé par les Belges. Et dans ce Soir volé, il va inviter Hergé à venir faire un duplicata ou un ersatz du petit 20e, qui est le Soir Jeunesse, le Soir Jeunesse, où on voit Tintin arriver. Dans l'exposition, vous pouvez voir la couverture, elle y figure, où on voit Tintin qui revient. Tintin, Milou, Marchand, sac au dos, et dans la musette avec le Soir. Voilà, et vers Bruxelles. Toulouse d'un côté, Bruxelles devant, il repart à Bruxelles. Et donc le message est très fort, ça consiste à dire l'exode c'est fini, les Belges peuvent revenir dans le pays, et il y va. Et un strip, comme on dit, c'est-à-dire une petite bande de Tintin feuilletonnée, paraîtra chaque jour dans le Soir volé. Absolument, et donc c'est pas une histoire anodine, c'est notamment l'Étoile mystérieuse. L'Étoile mystérieuse est l'album le plus antisémite d'Hergé. Il y a un banquier juif. Le méchant et le banquier juif. Le méchant et le banquier juif. Et dans l'exposition, vous pouvez voir un strip qui n'est pas paru dans l'album. On se souvient de l'histoire de l'Étoile mystérieuse, c'est un astéroïde qui tombe, etc. Donc il y a un mage qui court dans les rues, qui dit la fin du monde est proche. Voilà. Et donc deux juifs discutent entre eux, et il y en a un qui dit à l'autre « Tu as entendu, c'est la fin du monde », l'autre qui répond « Ah, tant mieux, je n'aurais pas payé mes fournisseurs ». Et donc on est dans un strip de Tintin qui n'est pas dans l'album, qui est complètement antisémite, qui est publié en 1942, au moment où les Juifs doivent porter l'étoile jaune, si je ne me trompe pas chronologiquement. Donc ce rôle d'Hergé est très important parce que son audience va passer de 10 000 lecteurs en Belgique à plus de 400 000, parce que Le Soir dépasse les 200 000 exemplaires vendus par jour. Il est aussi publié dans un journal flamand qui s'appelle Het Laatste Nieuws, qui est l'autre grand quotidien belge, qui lui aussi fait plusieurs centaines de milliers d'exemplaires. On estime qu'il est à plus de 400 000 lecteurs. Il passe de 10 000 à 400 000 lecteurs du simple fait de l'occupation. À quel moment est-il publié en France dans Cœur Vaillant? L'Étoile mystérieuse ou Tintin? Tintin. Tintin, dès l'avant-guerre. C'est dès l'avant-guerre qu'il est publié. Et par contre, là, pour le coup, si on raccroche sur l'Étoile mystérieuse, il y a une histoire franco-française ou franco-belge. C'est que, évidemment, la presse illustrée en France se saisit très rapidement de l'antisémitisme pendant la guerre. Et il y a plein de bandes où il y a de l'antisémitisme. Dans Cœur Vaillant, il y a un personnage antisémite qui va être créé, un banquier juif qui va sans doute inspirer Hergé pour son banquier juif dans l'Étoile mystérieuse. Et Cœur Vaillant, en 1943, va publier à son tour l'Étoile mystérieuse, à ceci près, sans le strip antisémite, mais avec le banquier juif. Donc dès 1943, en fait, Hergé se rend compte qu'il a poussé un peu fort son antisémitisme. Ça pourrait lui poser des problèmes. C'est plutôt Charles Laine, son éditeur chez Casterman. Je pense qu'Hergé n'a pas... C'était une chose que je voulais soulever. Une remarque, une question de Maël Rago. Remarque, mais qui, je crois, rebondit sur ce qu'elle allait dire, peut-être Didier, mais encore une fois, c'est pas mon sujet de spécialité, mais il y a un très bon livre de Florian Moine qui est sorti récemment sur les éditions Casterman, et il montre notamment comment l'éditeur de Casterman, pourtant bon catholique, belge, etc., un notable belge, bourgmestre pendant l'occupation en partie, mais réellement pas très fan de l'occupation, est plutôt réticent finalement aux publications dans Le Soir d'Hergé, est plutôt réticent. Alors commercialement, il fait quand même les albums, hein, mais voilà, on voit des discussions et des courriers où il dit j'aimerais bien qu'on insiste un peu moins sur la collaboration avec Le Soir, et pendant la guerre, quoi. Hein, voilà. Et c'est intéressant de voir qu'en effet Hergé avait l'air d'avoir été très allant sur la question, lui. Il voulait vraiment publier beaucoup plus, en couleur, machin. Enfin, voilà. Alors, il y a un autre exemple de la survie pendant l'occupation, c'est le journal de Bravo, qui, lui, est une création de l'occupation,
qui est publié par un éditeur hollandais qui s'appelle Jean Meeuwissen, qui est un des grands éditeurs de la presse féminine avant-guerre. C'est aussi un grand imprimeur et qui lui, n'aura aucun problème pour publier son journal, qui est un des plus beaux de l'occupation, hein, imprimé en hélio, c'est des demi-teintes, il est magnifique, ça tire à 300 000 exemplaires par semaine. Ce journal d'illustré pour enfants, voilà, bravo. Qui paraît en français et en néerlandais. C'est un journal qui publie au début des BD américaines, et puis celle-ci n'arrivant plus, il va se mettre à engager des auteurs locaux. Par exemple, un certain E.P. Jacobs, oui, qui, avant d'être aujourd'hui connu pour avoir été le créateur de Blake et Mortimer, était au tout début un ténor d'opéra à Lille. Et là aussi, il a été obligé de renoncer parce qu'on ne pouvait plus faire travailler les étrangers. Il était belge, ne l'oublions pas. Il avait un très bon coup de crayon, il est retourné en Belgique et il a été embauché pour, au tout début, poursuivre les aventures de Flash Gordon, qui ne pouvait plus être arrivé des États-Unis. Et donc, Gordon l'intrépide, qui a été la suite de Flash Gordon, l'aventure, pour terminer cette aventure-là de manière improvisée, avant de faire le rayon U, puis... Qui est un ersatz de Flash Gordon, et avant de créer Blake et Mortimer. Ouais. Bravo, vous le disiez, mais il y a quelque chose à noter, c'est que... prononcez-le pour moi parce que je ne saurais le faire. Le créateur de Bravo, l'éditeur Jean Meeuwissen. Jean Meeuwissen. Jean Meeuwissen était, lui, coupable de collaboration, et c'est pour ça qu'il n'avait pas de problème. En revanche, Bravo était irréprochable. Il n'y avait pas d'antisémitisme que je sache dans Bravo. C'est assez curieux. Il n'y a pas d'antisémitisme. Il n'y a pas non plus de marque flagrante de collaboration, contrairement à Hergé dans Le Soir. Un mot pour en terminer avec Bravo, pour dire que aujourd'hui, du côté de la Fondation Jacobs, on cherche les originaux possibles de Gordon l'Intrépide et du Rayon U qui ont été publiés dans Bravo. On ne trouve pas grand-chose. Et pourquoi ne trouve-t-on pas grand-chose ? Parce qu'à la Libération, les résistants sont entrés dans les locaux de Bravo et de Jean Meeuwissen, et tout a été, sans doute légitimement, balancé par les fenêtres pour dénoncer la collaboration qui fut la sienne. Et il se dit, alors je ne sais pas si c'était le cas dans la famille de M. Passamonique, mais il se dit que des petits Belges en ont profité pour avoir des beaux dessins qui traînaient sur les trottoirs. Voilà. C'était ce qui pourrait d'ailleurs être... Il y a une autre théorie qui est plus crédible, c'est que Jean Meeuwissen avait conservé tous ses originaux. Mais on en reparlera, parce qu'il faut qu'on reparle de Jean Meeuwissen quand on parlera de l'arrêt de Spirou. Très bien. Il y a ceux qui disparaissent. Il y a ceux qui vont collaborer, on va y venir de manière un peu plus fermement avec Tal Brutmann, et puis il y a ceux qui résistent à leur manière. Parlons peut-être justement de Spirou avant de parler du cas du Téméraire et de ceux qui vont et de Vika et de ceux qui vont collaborer. Spirou va être obligé de mettre, en tout cas le journal, la clé sous la porte. Oui, mais avant, il faut parler d'un monsieur qui est absolument considérable, qui est le rédacteur en chef de Spirou, qui est Jean Doisy. Alors, ça, c'est une vraie trouvaille de Christelle et Bertrand Pissavi-Verneau, qui sont les historiens du journal de Spirou, qui, en travaillant sur les archives familiales, ont découvert que ce Jean Doisy, moi, je fais partie de ces vieux qui ont connu... personnellement, Hergé, Franquin, Jacobs, Sirius, Charles Dupuis, on savait que Jean Doisy était communiste. Mais on ignorait absolument son vrai rôle de résistant. Vous saviez qu'il était communiste, vous saviez qu'il était, et ça de fait, le rédacteur en chef de Spirou, il faut le redire. Ce qui est une bizarrerie.
Parce que Spirou, grande maison catholique, avec la statue de Don Bosco dans l'imprimerie. Personnage important en Belgique, Don Bosco. Ouais. Mais l'Église est importante en Belgique. Elle joue un rôle. On peut rien faire sans elle quand on fait de la presse illustrée. Tous les journaux, que ce soit Tintin ou Spirou dans l'après-guerre, vont faire des vies de saints, vont publier des vies de saints parce qu'il faut la caution catholique. C'est extrêmement important. Et donc, Jean Doisy, on a découvert que c'était un grand résistant. De son vrai nom? De son vrai nom, Jean-Georges Évrard. Et donc, mais ça va beaucoup plus loin que ça. Et c'est ce qui justifie d'ailleurs sa présence ici au Mémorial de la Shoah. On lui doit 3 faits d'armes. Le premier, c'est d'avoir fait de Spirou un journal de résistance. C'est-à-dire que non seulement, il faut que je vous dise que tout ça est raconté en bande dessinée par une bande dessinée qui s'appelle Les Amis de Spirou, de Jean-David Morvan, qui nous fait l'honneur d'être présent, et de David Évrard au dessin, rien à voir avec Jean-Georges Évrard. Et donc, Jean Doisy, non seulement va créer une espèce d'esprit de résistance dans Spirou, il crée avant-guerre le club des Amis de Spirou. Les ADS. Les ADS, qui sont entre 5 et 6 000 en 1939, mais qui seront 50 000 en 1943. Ça a son importance, au-delà de 50 000. Avec un code d'honneur moral. Avec un code d'honneur qui se termine notamment par un ami de Spirou s'engage à ne jamais révéler le code secret qu'il a appris en adhérant au club. Et il y a vraiment toute une espèce de... il y a une autre sentence qui dit un ami de Spirou peut dire non, oui ou non. Donc il y a vraiment... Et puis dans Le Furteur, qui est son pseudonyme, qui est l'édito que Jean Doisy écrit sous pseudonyme dans Spirou, distille plein d'informations, mais tout ça est très bien raconté dans l'histoire du journal de Spirou. Ce qui est important pour nous, c'est que à partir dès le début de la guerre, les Allemands vont vouloir mettre un administrateur à eux dans le journal de Spirou. Et ça va devenir de plus en plus pressant à partir de 42-43, parce que déjà, en France, en 1942, on coupe le papier dans la partie occupée. Et là, ils vont demander au Dupuis de mettre un administrateur à eux dans leur conseil d'administration. Les Dupuis refusent. Et ça a comme résultat une interruption de la fourniture du papier. Propaganda Abteilung coupe la fourniture de papier. Le journal de Spirou s'arrête. Et à partir de ce moment-là, que fait Doisy ? Il a une activité clandestine très importante avant même l'arrêt de ce journal. C'est que Doisy a cofondé, avant la guerre en 1937, au moment des événements d'Espagne, la Ligue contre le racisme et l'antisémitisme. Et là, il s'est fait des amis. Et parmi ses amis, il y a Gert et Yvonne Jospa, qui sont les créateurs du comité de défense des Juifs, parce que donc, en Belgique comme en France, il y avait une instance croupion qui était plus ou moins contrôlée par l'occupant, ou par Vichy en l'occurrence. En Belgique, c'est la même chose. Et donc, évidemment, il y a une résistance qui est clandestine. Le comité de défense des Juifs est clandestin. Et ils ont besoin d'intermédiaires. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il leur faut recruter des gens qui ne sont pas juifs pour pouvoir aider, sauver des enfants, placer ces enfants dans des institutions catholiques, par exemple. Et c'est le cas de Suzanne Moons, alias Brigitte, qui, à elle seule, j'ai vu la liste, à elle seule va placer 600 enfants juifs dans des institutions catholiques belges. Et cette Brigitte, elle sera approchée, abordée, recrutée par Jean Doisy. Et donc puis, Jean Doisy, à la fois rédacteur en chef de Spirou, dans lequel il fait passer à son niveau, au niveau de la lecture d'enfants, un esprit de résistance qui ira très loin, puisqu'il regrettera que certains d'entre eux se sont ensuite
tellement engagés dans la résistance qu'ils en ont perdu la vie. C'est ce que raconte notamment l'album réalisé par Jean-David Morvan. Donc il y a cet esprit de résistance dans Spirou qu'on ne retrouvera pas forcément ailleurs, évidemment. Il y a deuxièmement ce qu'il fait pour venir en aide à la communauté juive à travers ses actes de résistants. Et puis vous disiez qu'il y a également un troisième fait d'armes. Ce troisième fait d'armes, on l'évoque là, c'est le théâtre du Farfadet. Non, le troisième fait d'armes, ce n'est pas celui-là. Ce dont vous parlez est un effet collatéral du deuxième fait d'armes. C'est-à-dire que un jour, il est chez Suzanne Moons, Brigitte, alias Brigitte, et il voit dans une pièce à côté des marionnettes. Il demande à Brigitte, qu'est-ce que c'est que ça? C'est mon fils, il a 19 ans, il s'appelle André Moons. Il est passionné de marionnettes. Il a fait des stages au théâtre de Perruchet. Et là, Doisy se dit, ça, c'est une bonne idée. Et il va utiliser le théâtre d'André Moons, qui s'appelle le Farfadet, pour faire vivre les personnages du journal. Il y a Spirou, il y a Fantasio, mais il y a aussi Tif et Tondu. Il y a également, on n'a pas trouvé la marionnette, mais ici on a trouvé la marionnette de Spirou. Il y a peut-être aussi Valardi, qui est une création, parce qu'on oublie que Jean Doisy est aussi le scénariste de Jean Valardi, de la série Valardi, mais également le créateur du personnage de Fantasio. Et donc, et il va créer un théâtre de marionnettes itinérant qui va être commercialisé par les éditions Dupuis et qui va faire salle comble, puisqu'il a un club de 50 000 lecteurs qui sont adhérents, dont ils ont l'adresse auprès de qui ils peuvent communiquer. Donc, et ça va permettre à son réseau de résistance d'abord de circuler. C'est-à-dire qu'il va y avoir des techniciens en surnombre à chaque représentation. Et puis de l'argent. L'argent, c'est important quand il faut placer des enfants, parce qu'il faut les nourrir. Donc il y a des contributions pour la nourriture. Et grâce à ce réseau, il peut se permettre de faire circuler de l'argent et de faire porter de l'argent à l'autre bout du pays. Donc c'est très malin et c'est très remarquable. Et puis le troisième fait d'armes, c'est que à la demande du comité de défense des Juifs, le comité de défense des Juifs entend qu'il se passe des trucs à l'Est. C'est-à-dire qu'on envoie, il y a des gens qui sont déportés, mais bon, il y a plusieurs témoignages, Tal pourra étayer éventuellement ça, mais on sait qu'il se passe des choses, mais on ne sait pas exactement quoi. Et donc, il va recruter un instituteur qui a fait des études de sociologie, qui connaît pas mal d'universitaires allemands. Il va le recruter pour l'envoyer en Silésie pour enquêter, pour savoir si Auschwitz est un camp de mise à mort ou un camp de travail sympathique, comme le prétendaient les occupants. Et cet homme dont on peut rappeler le nom? Il s'appelle Victor Martin. Ce Victor Martin va aller jusque-là. Il va rencontrer des gens, des Français du service de travail obligatoire, des STO français. Il va revenir, en tout cas, avec la conviction, avec en quelque sorte des témoignages qu'il s'agit bien à Auschwitz d'un camp de mise à mort. Il est arrêté 2 fois sur le chemin de retour. Il finit par arriver quand même, il s'évade 2 fois. Il arrive quand même à Bruxelles. Il réunit le comité de défense des Juifs. Il va faire un rapport qui va permettre de sauver, enfin pas de sauver, mais d'aider à de presser, on va dire, le sauvetage de milliers d'enfants juifs. Et quant à Brigitte, à elle seule, elle sauve 600 enfants juifs. Et donc tout ça, ça se trouve derrière un rédacteur en chef d'un illustré pour la jeunesse sans importance qui s'appelle Spirou. Voilà Spirou. On a vu en face le soir voler. Pas du tout la même manière d'aborder l'attitude qu'on doit avoir pendant une occupation. Il y a pire.
j'allais dire, il y a pire, et là on va revenir à Tal Brutman, il y a à la fois le Téméraire et des initiatives comme celle de Vika. Qu'est-ce que le Téméraire? Alors, c'est pas des initiatives, c'est juste un comportement normal durant la guerre qui est collaboré. Donc il faut vraiment le repositionner dans quelque chose qui se fait aussi bien en France qu'en Belgique que dans toute l'Europe. Quand on est pro-nazi, on travaille avec les nazis. Le Téméraire va être une création franco-allemande. Début 1943, les Allemands mettent en place un journal en zone occupée qui va vraiment être le seul journal créé à l'instigation des Allemands, le seul journal de bande dessinée créé à l'instigation des Allemands, avec des hommes de paille français, et qui va publier à partir de 1943 un journal de très grande qualité si on parle matériellement. Il y a énormément d'argent qui est mis dans le journal. Il y a énormément de dessinateurs de très grande qualité qui sont recrutés. Par exemple, Eric, que j'ai évoqué tout à l'heure, même si a raison, il est totalement oublié parce qu'il n'a jamais rien fait de vraiment intéressant. Mais à l'époque, c'est un des noms de dessinateurs importants, en tout cas. Et on a un homme qui va se détacher, qui est rentré dans l'histoire d'une certaine façon, qui s'appelle Vika, qui est un auteur de bande dessinée qui a commencé dès les années 30. Alors, c'est un Russe blanc émigré en France. C'est un Ukrainien même. Mais à l'époque, c'est pas anodin d'entendre tout ça. À l'époque, on parle de Russe blanc. Ouais. Donc, qu'il soit ukrainien. Son père était un officier de l'armée blanche. De l'armée impériale russe. Et ils ont fui la révolution bolchevique. Donc, dans les années 30, il crée un personnage. Sa mère et sa sœur. Non, mais c'est important de dire ça. Sa mère et sa sœur ont été fusillées par les bolcheviks. Ça n'a pas trop d'importance en soi, parce que tout le monde a des problèmes à l'époque. Donc, c'est pas ça qui fait un parcours dans la collaboration. Mais dans les années 30, il publie plusieurs albums où il se met en scène, il crée un personnage éponyme, Vika, et qui sont des albums totalement sans aucun message politique à nouveau. Et puis, à partir de 1940, il se met au service des Allemands et de la Propagandaabteilung, au point que c'est lui qui va illustrer une grande partie de l'exposition « L'Europe contre le bolchevisme », qui va avoir lieu à Paris. Et c'est Vika qui fait l'essentiel des dessins, qui vont très largement circuler en dehors de l'exposition, puisqu'il y a des vignettes qui vont être, et je crois qu'on en a mis dans l'expo, des vignettes... comme ça se faisait à l'époque, ce n'est pas des timbres postaux, mais c'est des timbres qui sont édités pour l'occasion. Donc c'est vraiment un acteur, un graphiste de la collaboration. Et puis à partir de 1942, il reprend son personnage, et cette fois il le publie en album. Donc c'est un des rares auteurs qui a droit à des albums, et là on voit que les connexions avec l'occupant sont fondamentales. Il travaille directement sur le scénario, sans doute avec des membres des services de propagande allemands de l'ambassade à Paris, et désormais... il va y avoir 3 albums. Et même sur les dialogues, je crois, parce qu'il ne parlait pas un français tout à fait suffisant. Mais en même temps, s'il travaille avec des Allemands, il ne parle pas plus français que lui, en fait. Donc l'explication en soi n'est pas super... des Allemands très francophiles et francophones. Oui, mais à l'époque, moins. Ils sont moins francophiles. Ils sont très attirés par ce qu'ils peuvent piquer en France plutôt que par la francophilie. Mais en fait, il va faire 3 albums qui relèvent de l'ultra-collaboration, qui sont ultra-antisémites, ultra-racistes, puis il donne aussi libre cours à son racisme, qui sont contre les Américains et les Britanniques, évidemment, et les gaullistes. Et puis en 1943, donc il a commencé avant le Téméraire, et en 1943, quand le Téméraire est lancé, il devient une des têtes d'affiche du Téméraire. Donc souvent, on confond Vika avec le Téméraire, alors qu'il a commencé à publier son personnage de collabo, on va dire d'engagé aux côtés de l'Europe allemande, puisque c'est comme ça qu'on dit à l'époque. Il l'a lancé avant même que le Téméraire commence. Il va être une des chevilles ouvrières du Téméraire, et puis en 1944, quand le Téméraire va disparaître avec la Libération, il va y avoir un procès d'épuration contre les membres du Téméraire, procès d'épuration qui ne va pas donner grand-chose en fait, parce que de manière très intéressante à nouveau, on estime que faire des Mickey, même si c'est engagé du côté nazi, c'est pas très grave. Et même celui qui est le plus connoté pro-nazi, en l'occurrence Vika, va écoper d'une peine dérisoire. Je me rappelle plus combien il prend, mais c'est ridicule. Donc Vika s'en sort. Je crois que c'est 1 an de prison et 1000 francs d'amende. Et indignité nationale. Oui. Enfin voilà. Donc c'est vraiment ridicule. Et ce qui montre aussi la manière dont, à l'époque, on perçoit la bande dessinée. C'est-à-dire que pendant 2 ans, ils ont pu marteler des messages
idéologiquement nazi, parce que toute la ligne éditoriale fait passer des messages nazis. On parle des races, on parle des merveilleuses civilisations primitives, mais tout ça correspond à l'idéologie nazie dans ce qu'elle a de plus pristin, de plus fondé au regard de ce qui se fait en Allemagne. Et tous ces gens-là vont s'en sortir tout simplement parce qu'ils font de la bande dessinée pour enfants, qu'en fait, c'est pas très grave. Alors, je voudrais parler d'un dessinateur qui s'appelle Raoul Licquois, dont on a vu passer. Je comptais en parler, ça, attention. Ouais. C'est Auguste, je crois, non? C'est Raoul, non? Auguste. Mais appelle-le Attends, c'est mon champ, ça. Mais, on va y venir, justement. On va y venir, mais dans Le Téméraire, il fait une BD qui s'appelle Vers des mondes inconnus. J'aurais vraiment plus rien à dire à la fin de la journée. C'était le cœur de mon intervention, quasiment. Absolument. Et en l'occurrence, Vers des mondes inconnus. Dont il y a des extraits d'ailleurs ici aussi. Il y a des extraits dont on peut voir. Non, mais complètement Licquois, c'est exactement un bon exemple de ce côté où c'est pas important de faire de la BD, c'est pas grave, en effet. Eh bien, justement, venons-y. C'est-à-dire que nous avons vu que pendant le paysage, quel était-il avant-guerre? Nous avons vu que le paysage évoluait pendant la guerre. Nous avons vu ceux qui résistaient comme ils pouvaient, ceux qui s'accommodaient de l'occupation, ceux qui allaient au-delà et étaient des super collaborateurs. Tout cela va non pas se dénouer, mais peut-être se cristalliser après-guerre. C'est-à-dire que le paysage va de nouveau changer de manière assez spectaculaire, sans pour autant tirer les leçons de tout ça. Vous avez travaillé là-dessus, Maël Ranou. Quel est votre regard sur ce paysage éditorial et idéologique d'après-guerre? Alors déjà, je n'ai pas travaillé là-dessus de manière globale. Je n'ai pas travaillé sur Cocardi, par exemple, qui est un autre très bon exemple dont les collègues parleront sans doute. Je travaillais sur Pif Gadget, qui était vaillant, qui était le jeune patriote en fait à la fin de la guerre. Parce que voilà, on connaît Pif Gadget, on connaît parfois Vaillant qui était avant, et en fait c'était le jeune patriote avant. Moi j'avais envie de préparer un diapo, alors j'avais fait un truc, donc du coup c'est pas forcément idéal, mais je sais pas sais pas comment faire pour le projeter à vrai dire, mais en même temps ce que disait Didier c'est bien parce qu'il y a une des images qui voilà très bien. Voilà, j'avais fait ça juste pour pour pouvoir appuyer un peu le propos, mais ça va être assez rapide, hein, il y a 5 slides juste pour dire que déjà pendant la guerre, alors les communistes pendant la guerre c'est compliqué, hein. Il y a le premier acte c'est pas collaboration, d'accord avec les nazis, avec le pacte germano-soviétique. Il y a l'interdiction, il y a ensuite une entrée en résistance un peu plus tard, et vous ferez entrer en résistance. Hein. Il y a quand même un grand nombre de communistes qui parfois n'étaient pas forcément, et même des très jeunes, hein, qui n'étaient pas forcément très engagés avant dans le pacte germano-soviétique. Mais bon, en tout cas, il y a des groupes communistes résistants, et il y a notamment celui-ci. Donc c'est le Front National pour l'indépendance de la France. Alors évidemment, Front National, organe résistant à l'époque. Et donc là, c'est pas de la bande dessinée, mais c'est important de le replacer. Ils sortent, la date exacte, c'est janvier 42. Voilà, ils sortent leur premier journal. C'est vraiment on les trouve pas tous, mais on en trouve un certain nombre sur Gallica. Et c'est vraiment des feuilles, hein, des feuilles très mal imprimées, tapées. Mais c'est un journal pour enfants. C'est le journal pour enfants, pour la jeunesse. Je vous ai mis en extrait, en fait, une part pour montrer qu'il y a des blagues. Alors les blagues, évidemment, hein, c'est les Allemands reculent en Russie parce qu'il fait froid, ils reculent en Libye parce qu'il fait chaud, des cheveux et froid, on en meurt. C'est pas hyper drôle, évidemment, hein, dans le contexte actuel. Enfin, je veux dire, voilà, aujourd'hui, ça nous fait. Mais bon, on fait des sortes de rappels du front et de petites blagues. Pourquoi c'est important? C'est parce qu'en effet, quand à la Libération, pas à la Libération d'ailleurs, avant même la Libération, hein, quand il commence à y avoir le début de la Libération, ces journaux sortent un peu de la clandestinité. Et le Jeune Patriote, donc organe des jeunes du Front National, donc on rappelle que ça n'a vraiment rien à voir. Sort de manière plus officielle avec un nouveau premier numéro, et donc en octobre 1944. Et donc ça, vous avez les couvertures du Jeune Patriote. Notez le Edong et Fifi, ça sera important par rapport à Licquois aussi d'ailleurs. Voilà, donc ils ont des dessinateurs, mais c'est pas tout de suite il n'y a pas tout de suite beaucoup de bandes dessinées. C'est important quand même de rappeler que dans cette rédaction, en fait, ce sont des résistants. Alors voilà, comme je dis, hein, les communistes n'ont pas toujours été parfaits dans cette guerre, mais après-guerre, il y a quand même un grand nombre de résistants communistes. Et donc là, bon, c'était une image, il y a vraiment d'autres gens, mais j'ai mis des noms en dessous d'un certain nombre de gens de la rédaction qui sont des communistes et des résistants. Madeleine Bellet, alors même si elle va jouer un rôle dans la commission pour la censure en 1949, mais au nom de l'anti-américanisme, Madeleine Bellet, qui est une communiste et résistante, qui a été dans le comité... Attendez, j'avais noté parce que voilà,
la liaison de la direction centrale de la zone sud de décembre 42 à septembre 44. René Moreux, son futur compagnon, qui lui va être un peintre, va être un dessinateur de bande dessinée, et va diriger notamment Rikiki et Roudoudou, les albums pour la jeunesse. Après, vous avez Pierre Olivier qui va créer les strips de Pif le chien en tant que scénariste et de Placide Museau. Et Roger Lecureux et Jean Olivier qui sont deux grands scénaristes. Et c'est intéressant parce que, et ça rejoint quelque chose que tu disais, pendant longtemps dans Pif, on ne va pas tellement s'intéresser au pédigré des dessinateurs, mais les scénaristes étaient, les premiers scénaristes comme Jean Sanitas aussi, des anciens résistants. C'est-à-dire que ceux qui font les dessins, à la rigueur, ou les gags c'était moins important. Alors, on parlera d'Arnal quand même. Mais voilà, il y a un côté... On peut aussi parler de Jacques Cambe, qui est juif. Qui est juif et qui était aussi scénariste par ailleurs. Jacques Cambe-Bouckner, qui a fait un roman autobiographique à la fin de sa vie, sur l'enfant à l'étoile, je crois, je ne sais plus comment il s'appelle, mais voilà, qui était aussi scénariste en plus des dessinateurs. Donc voilà, ceux qui écrivaient des textes devaient être un peu marqués au début à la création, à part ce parcours-là. Roger Lecureux, c'est vraiment Roger Lecureux, c'est vraiment un très jeune résistant. Hein. Il entre en résistance à 16-17 ans dans le maquis de, j'ai noté, c'était avec Guingouin, de Limousin, voilà, du Limousin. Et il se fait capturer, etc. Bon, quand il en parle, il en parle tellement de manière romanesque que j'ai eu presque des doutes, mais il est bien, et on retrouve trace de son arrestation, de tout ça, donc c'est bien un résistant. Et c'est aussi pour ça qu'ils sont recrutés dans cette rédaction. Ils n'ont pas des compétences de presse ou d'imprimerie ou de rédaction, en fait. Hein. Et donc, pour vous donner une idée, voilà, dedans, on trouve des histoires héroïques sur Paul Vaillant-Couturier, le colonel Fabien. Alors, on ne parle pas beaucoup de la Shoah encore, hein, ni des questions juives. Hein, c'est vraiment, on glorifie les communistes résistants. Hein, c'est l'idée. Au milieu de bricolage, d'astuces, de nouvelles, de choses qui ne sont pas forcément idéologiques. Et arrive le numéro, du coup, je crois 31. Hein, quand ça devient Vaillant, alors Vaillant, juste pour le gag, c'est assez drôle parce que souvent il disait que ça s'appelait Vaillant en hommage à Paul Vaillant-Couturier, le plus crédible, c'est soit pour essayer de récupérer plus de Cœur Vaillant, journal catholique qui avait été, voilà, ça paraît plus crédible. On note quand même des choses intéressantes. On note cette image, évidemment la reprise de cette photo mythique est posée déjà, mais avec l'URSS devant, comme vous notez. Hein. Et en haut, Fifi Gadumaki. Alors Fifi, FFI, hein. Les Fifi, c'était les FFI. Et une BD de Auguste Licois dont parlait Didier. Et ça, c'est vrai. Il n'y a pas que Auguste Licois, d'ailleurs, il y en a d'autres. Il y a beaucoup de dessinateurs du téméraire qui arrivent chez le Jeune Patriote. Eric, oui. Voilà. Il y en a plein. Eric, il va même continuer sa série dans un autre, dans Cocardi. Oui. Et là, il y a même celle-là, alors qui n'est pas spécialement enfin, je crois pas, j'ai pas lu, hein, mais Biceps, qui est continuée directement dans le Jeune Patriote. Même nom, même personnage. Et Licois, voilà, Licois, c'est important, en effet. Licois, lui, il avait vraiment dessiné une BD, vraiment, on a vu des extraits avec des monstres des extraterrestres à gros nez, aux ongles crochus, enfin vraiment, il y a... Non, mais complètement antisémite. Complètement antisémite, il n'y a aucun doute. Qu'est-ce que ça raconte vers les mondes inconnus? Ça raconte une France où coule le miel et le bonheur parfait. Des grands blonds musclés. Voilà, qui laisse la porte ouverte aux étrangers par bonté d'âme, lesquels étrangers vont prendre le pouvoir avec à leur tête un monsieur qui s'appelle... Vénine, donc c'est une contraction entre venin et Lénine, oui. Et qui porte sur sa coiffe une étoile de David. Non, il n'y a aucune subtilité, il n'y a aucun risque, c'est clairement antisémite. Et donc c'est le même Licois qu'on retrouve dans le journal communiste quelques mois plus tard. A dessiné les exploits d'un héros jeune adolescent résistant qui se bat contre l'occupant. Alors c'est très violent, hein, on montre et voilà, et c'est scénarisé par Daubonne en l'occurrence, puis ensuite par Roger Lecureux très vite. Et c'est vrai que ce Licois, il y a même des... Alors Médioni avait ressorti une nouvelle qui était dans le Téméraire, on voyait torturer quelqu'un, etc. Et puis quasiment la même illustration dans le Jeune Patriote, mais pour l'autre sens idéologique, quoi. Donc rapidement, il est quand même un peu évincé. Ce qui rappelle ce que disait Tal Brutmann, c'est-à-dire ce n'est que de la bande dessinée, ce n'est que des illustrés. Oui, mais en même temps, il faut souligner que Licois se retrouve dans la commission de la loi de 49. C'est ce que j'allais... Ouais. Non mais tu as raison, non, mais c'est que Licois quitte Vaillant ensuite, il va quand même travailler aussi avec Marie-Jacques, etc., qui est aussi un grand résistant, donc c'est étonnant de voir. Mais il quitte. Grand résistant. Je pense qu'il y a des travaux qui doivent encore être faits là. Oui, bon, qui en tout cas était connu comme un résistant. Mais moi, c'est pas mon champ, la presse catholique, donc là j'ai repris ce qui était connu comme discours. Mais en tout cas, il a travaillé avec. Derrière, il quitte le Jeune Patriote, mais il n'est pas spécialement. Il est grillé ensuite, hein, c'est ce que disait mon voisin, hein, vraiment. Il va même diriger le syndicat des auteurs de bande dessinée, et comme tu dis, il va siéger dans la commission. C'est-à-dire qu'il y a un moment où ça va sortir, l'information va sortir, et là, il va se faire virer, en fait.
Mais malgré ça, tu as Raymond Poivet, tu as Jean H, tu as d'autres gens qui ont été dans le Téméraire et qui restent dans le Jeune Patriote. Après, leur bande dessinée n'est peut-être pas aussi chargée que celle de Liquois, mais quand même. Bon, après, je montrais juste qu'il y a eu quelques BD résistantes, mais en fait pas tant dans Pif Gadget, et c'était une mémoire juste. C'est resté une mémoire, quelque chose qui se sont beaucoup revendiqués de la résistance, voilà, pendant longtemps. Alors, juste un et point. Lécuré et Olivier, de grands scénaristes, donc Docteur Justice ou Rahan, étaient bien des résistants. Juste un point, je profite de ces images du grêlé 7-13, à cause de la loi de 49, mais aussi parce que c'est un sujet qui est mis sous le tapis. La Shoah n'existe pas. Complètement. Que dans le grêlé 7-13, ce sont des histoires d'un résistant. Il n'y a pas une seule image où on évoque la Shoah, sauf peut-être il y a un château où les Allemands, qui est occupé par les Allemands, où le résistant se bat avec une menorah, mais c'est la seule mention. C'est la seule mention. De manière générale, hein, dans les textes sur la résistance, on glorifie la résistance communiste ou la résistance quand elle n'est pas dite communiste. Ensuite, c'est plus light dans les discours. Mais on glorifie une résistance d'un jeune Français qui lutte avec d'autres gens contre l'occupant, mais finalement, pas dans les terres, mais voilà, de manière assez... Pour les curieux, il s'appelait le grêlé 7-13 parce qu'il avait 7 taches de rousseur sur une joue et 13 sur l'autre. C'est ça. Alors j'ai mis notamment le Ça, c'est trimestriel. le jeune lecteur qui vous le dit. Et il y a eu ils ont C'était tenté un de faire héros préféré dans Pif. Ils ont tenté de faire un trimestriel, mais ça n'a pas marché, il n'y a eu qu'un numéro. Je voulais juste en profiter pour citer quand même, et après Arnal, alors qui n'est pas juif, hein, mais José Cabrero Arnal, le créateur de Pif le chien, strip comme vous voyez dans l'Humanité qui paraît un peu après 48, je crois, j'ai plus une date, mais bon, qui n'est pas un strip politique, hein, là, pour le coup, pas de doute. Mais Arnal, c'était un républicain espagnol qui avait fui, qui avait pris des armes hein, lorsque Franco, pendant la guerre d'Espagne, et les fascistes avaient pris le pouvoir en Espagne, qui s'était retrouvé dans les camps dans le sud de la France, qui ensuite était allé sur la ligne Maginot. Parce qu'on alors à la fois, certaines bibliographies disent parce qu'il était fervent antifasciste sans doute, mais aussi parce qu'on avait promis aux Espagnols une meilleure situation s'ils venaient se battre pour la France. Ce qui s'est passé, c'est qu'une fois que la ligne Maginot a été contournée, il a été envoyé à Mauthausen avec les autres républicains espagnols dont la France ne voulait pas. Et donc c'est un déporté, Arnal, que ça va marquer dans sa vie, dans sa chair, hein, puisqu'il sera très malade. Hein, il va rentrer, il faisait 45 kilos, enfin vous connaissez bien les... Et il va être recruté du coup par les réseaux communistes aussi, et même si ces BD sont quasiment jamais politiques, ça vient aussi de cette histoire-là et des réseaux communistes, il peut arriver dans Pif. Et donc c'est un des liens forts quand même avec et on voit ici une petite BD qu'il avait fait, une sorte de buvard à distribuer, dans lequel on voit qu'il disait voilà, Jean, ouvrier de France, qui a lutté contre les nazis. J'aime bien le côté éducatif à l'envers, c'est enfant qui avait cette belle image, montrez-la à vos parents. Tout à fait, oui. Donc il y en a deux, il y en a un autre avec un ouvrier, il y en a un ouvrier, un autre c'est un paysan, et à chaque fois ils vont lutter en Espagne et ils vont lutter contre les nazis. Hein. Ça reste très... Voilà, donc c'était pour parler un peu de ça, de ce contexte de Vaillant, et notamment de là où vous pouvez remettre les autres images du coup. Voilà. Mais pour dire que voilà, Liquois, en effet, c'est typique d'un recyclage, et c'est vraiment ce que vous disiez. Je pense que c'est de la BD, c'est pas très grave. Voilà, c'est ça. Voilà. Merci Maël Ranou. Et je dirai juste quand on verra l'image des mondes inconnus, mais là pour l'instant, allons. D'ailleurs, c'est ça. Voilà, le Téméraire et les fameux beaux blonds bien bâtis qui feront face. Il y a une image plus tard, mais on en reparlera des Sgouls, je crois, c'est ça, hein, les méchants. Voilà. Vous vouliez évoquer, Didier Passomic, revenir sur la figure de Jean Doisy, mais Jean Doisy communiste. C'est ça, donc Liquois, juste là, l'étoile de David sur la tête, le nez les yeux globuleux, le nez crochu. Et on remarquera que son comparse a une étoile de David rouge. On est dans le judéo-communisme en plein. Donc vraiment, se dire que cette personne peut derrière dessiner les luttes d'un adolescent résistant qui combat les nazis, c'est quand même... Voilà. Merci. Juste une petite parenthèse pour dire que ça m'a beaucoup intrigué la question de savoir si Doisy était communiste. Et d'autant plus qu'en allant dans les archives du Parti communiste belge, je demandais, vous connaissez Jean Doisy? Non. Bon, il s'appelle Georges Évrard. Est-ce que vous connaissez Georges Évrard? Il s'appelle Jean-Georges Évrard. Oui. Et la réponse est non. Et donc c'est bizarre. La seule trace qu'on trouve, c'est qu'il se trouve en 1937 sur un tréteau où à côté de lui, il y a le secrétaire général du Parti communiste belge et puis d'autres personnalités, notamment les Jospin, qui sont présents. Donc, qu'est-ce que c'est que ce communiste que les communistes ne connaissent pas? C'est une curiosité. Donc, j'en parle à Joël Kotek, mon comparse,
qui est un spécialiste du Parti communiste belge, qui me dit « Mais c'est parce que ton gars, c'est un sous-marin, en fait. Il est envoyé en sous-marin auprès des cathos de gauche pour essayer de les convertir à la bonne foi communiste. » Et il n'hésitait pas à boire un coup avec un curé dans son jardin. Absolument. Et je pense que c'est pour ceci pour dire qu'il faudrait davantage documenter le rôle des communistes pendant l'occupation, parce que il se passe un phénomène, c'est que Brigitte, elle meurt très vite, elle meurt en 1945 et Doisy meurt en 1955. Brigitte, donc, qui avait sauvé 600 enfants juifs, donc Suzanne Moons. Et Jean Doisy signe d'ailleurs son portrait dans le journal à la mort de Absolument, Brigitte. Lui rend un hommage. Et donc, et en fait, il semblerait que ce qui se passe, c'est que au moment du retournement des alliances, c'est-à-dire quand les communistes se planquent pendant l'occupation, la Gestapo les recherche et ils vont mettre la main sur un communiste, une des têtes du parti qui s'appelle Paul Nothomb, c'est l'oncle d'Amélie, et Paul Nothomb va se mettre à table. Il va dénoncer les autres membres du parti qui se font arrêter également, qui eux également vont faire un accord un peu foireux avec les nazis. Ils vont également collaborer, on va dire. Ils vont également lâcher des informations sur leurs camarades. Et ceci explique qu'à la Libération, quand Moscou reprend la main, eh ben, ils sont effacés de la photo. Tous ces gens-là ne sont plus en odeur de sainteté, si on peut dire. Je voyais venir l'image. Et donc, pour le moment, mes travaux s'arrêtent là. Je sais qu'il y en a d'autres qui y travaillent. Mais cette partie-là du rôle du Parti communiste en Belgique est tout à fait passionnante. Ce n'est pas dans le catalogue, ça fait partie des choses qu'on trouve après. En revanche, ce qu'il y a dans le catalogue, ce sont 2 photos de Jean Doisy, Jean Gérard Evrard, dit Jean Doisy, où il nous est dit que la Gestapo étant venue l'interroger, étant venue essayer de le confondre, les preuves avaient été si insupportables et si affolantes pour le personnage que le lendemain matin, il s'est réveillé et il avait les cheveux aussi blancs que ceux de M. Passamonique aujourd'hui. Voilà. Je voudrais que nous allons bientôt conclure. J'espère que vous avez pu démêler un peu dans ce paysage, pu démêler ce qu'était cette bande dessinée d'avant-guerre, de l'occupation, de l'après-guerre, juste après-guerre, et un peu plus loin que juste après-guerre, parce que aujourd'hui, ceux qui sont nés après-guerre, comme un certain nombre d'entre nous, n'imaginaient pas, quand ils lisaient enfants leur bande dessinée, toute l'influence que cela avait pu avoir sur ce qu'ils avaient entre les mains. On voyait, vous parliez de l'écureux, on voyait un peu de Pif Gadget, le journal de Tintin, Spirou, ce que nous avons eu entre les mains. L'écureux, c'est Rahan, par exemple. C'est Rahan. Et Rahan, c'est l'internationalisme. Tous les peuples, Rahan, il va de peuple en peuple pour leur dire nous sommes tous frères. C'est le scientisme aussi, c'est plein de choses. C'est le scientisme aussi. Ah oui, c'est aussi un grand homme blond qui éduque des noirs, mais bon voilà, il y a tout n'est pas parfait. Mais oui, mais tout ça compte. Et tout ça pour dire également qu'il est une phrase, je crois qu'elle est dans le catalogue, oui, elle est dans le catalogue, et il est une phrase de Didier Passamonique qui, moi, m'a beaucoup troublé dans ce catalogue. Il est de dire, il est convenu chez les amateurs de bande dessinée de dire qu'il y a eu un âge d'or de la bande dessinée franco-belge. Cet âge d'or de la bande dessinée franco-belge, il a commencé un peu avant-guerre, mais surtout c'est l'après-guerre, c'est juste que j'allais dire presque 58, votre grande exposition universelle de Bruxelles, ce sont encore les années 60, bref, jusqu'en 68, jusqu'à ce que la France reprenne la main après 68, avec Pilote et compagnie, où nous pouvons nous vanter d'avoir fait de la bonne BD. Mais jusque-là, c'était les Belges qui dirigeaient le navire belgo-français et voire le navire international. Je vais jusque-là, malgré la bande dessinée américaine ou japonaise. Et vous avez, une
une phrase merveilleuse et affolante de dire cet âge d'or de la bande dessinée franco-belge ou belgo-française, il n'existerait pas, il n'aurait pas existé sans l'occupation. Oui, pour deux raisons principalement. D'abord parce que l'omniprésence, la puissance et la qualité de la BD américaine ne pouvaient pas s'exprimer pendant l'occupation. C'est la première raison. La deuxième raison, c'est qu'effectivement, il a fallu faire naître des auteurs pour remplacer ces grands talents américains. Et ces nouveaux auteurs sont arrivés pendant la guerre. Il s'appelle J.G., il s'appelle Edgar Pierre Jacobs. Hergé, dont on disait qu'avant-guerre, c'était 10 000 lecteurs et qu'il avait fallu l'occupation pour qu'il en ait des centaines de milliers. Et Hergé profite de l'occupation pour redessiner ses Tintins, pour les mettre en couleur. Il y a une fameuse lettre de Charles Laine qui date de 1943, qui dit à Hergé, peut-être même 42, qui dit à Hergé, la guerre est bientôt finie. Il pensait que l'Allemagne avait gagné la partie, j'imagine. Ce serait bien qu'on arrive au moment où elle termine avec des albums en couleur comme des bécassines. Et Hergé va se remettre à dessiner, à faire la couleur avec un certain baryton qui s'appelle Jacobs, la couleur de Tintin. Il faut le savoir que c'est Jacobs qui est donc ce baryton au chômage, qui en est le créateur. Et donc, ces gens-là arrivent opportunément à la Libération avec des artistes qui sont formés, qui sont prêts à s'exprimer, des Franquin, des Maurice, qui tous espéraient faire du dessin animé à la Libération comme Disney, et qui finalement vont être les grands acteurs de la bande dessinée franco-belge qui suit. Avant de remercier nos trois intervenants, auriez-vous des questions, des remarques? Oui, oh là, les mains se lèvent. Alors, devant et derrière. Bonjour, merci pour la présentation. J'ai une question plus spécifiquement pour Maël Ranou. Quand Jacques Duclos, en 1940, est allé négocier la réparation de l'humanité avec les nazis, est-ce que la presse jeunesse faisait partie du deal ? Alors, je vais être honnête, j'en sais rien, puisque j'ai vraiment commencé à travailler un peu après, mais en tout cas, il n'y a pas de presse jeunesse communiste qui reparaît à ce moment-là. Ça, c'est sûr, c'est vraiment... il y a la clandestinité, puis à la libération, elle sort, quoi. Mais il existait une presse communiste, mon camarade Jean-Jacques, je crois pas, il y a eu toute une histoire, peut-être après que c'était dans le paquet, parce qu'il y avait un peu une presse publique, jeunesse, agricole, le sud de la... Enfin, voilà, vous aviez... Bonjour, merci pour tout ce que vous avez dit. Comment expliquer qu'à la Libération, en fait, J.G. fasse de la prison et Hergé n'en fasse pas forcément et soit protégé par des réseaux de résistants? Et qu'est-il advenu de Vika, pour le coup? Je réponds pour J.G. et Hergé. Je laisserai Tal répondre pour Vika. Les deux cas sont très différents. Dans le cas d'Hergé, il y a une instruction, il y a quelque chose d'assez lourd qui est mis en route. Il est entendu par l'auditorat militaire, etc. Et Pierre Assouline a bien montré qu'à un moment, l'auditeur militaire, c'est-à-dire le procureur du roi, l'auditeur militaire est amené à inculper Hergé et il ne le fait pas. Parce qu'il se dit, on va être ridicule. Inculper Tintin, c'est pas possible. Et donc, ce ne sont pas des réseaux. Je pense que c'est simplement la peur du ridicule. N'y a-t-il pas non plus, cher Didier Passamonique, le cas spécifique du journal de Tintin, c'est-à-dire le fait qu'on ait un grand résistant, Leblanc, qui, pour créer ce journal, avait, lui, ses propres réseaux, sa capacité non seulement à avoir du papier, mais aussi à obtenir, je dirais, un blanchiment de l'image de certains auteurs, malgré ce qui avait pu être fait pendant l'occupation. Bon, il y a une histoire qui a été réécrite, Leblanc, grand résistant. Moi, je dis, Leblanc, il n'est pas si blanc que ça. D'abord parce que au moment de la guerre, il est douanier. C'est parce qu'il a fait main basse sur un stock de papier qu'il peut se débrouiller pour l'obtenir. Il est associé à un monsieur qui s'appelle Debatty,
qui est un journaliste et écrivain collaborationniste qui a publié en pleine guerre un bouquin préfacé par Abel Bonnard. Donc, le blanc grand résistant, je demande à voir. Il a notamment publié en 1942, c'est-à-dire en pleine guerre, un bouquin qui s'appelle Les Dépipés, où quelque part il a la position du roi, en fait, c'est-à-dire contre le gouvernement belge de Londres. Donc ça demande un petit examen. Il y arrive parce qu'effectivement, il y a plein d'éléments qui convergent pour la publication de ce journal, qu'on est en 1946, que le vent est en train de tourner. Mais avant 1946, Hergé est quand même interdit de publication pendant 2 ans. Et pour parler de JG fait 7 semaines de prison, si mes souvenirs sont bons, parce que c'est JG. J'ai envie de dire. Alors, je ne sais pas s'il en a fait plus, mais JG, il faut se rappeler que quand il dessine Spirou en 1940, c'est un Spirou antisémite. Doisy n'était pas encore rentré de l'Exode. Ça ne se reproduira plus. Mais entre JG et Doisy, ce n'est pas le grand amour, on peut dire. Et par ailleurs... la légende, parce que moi j'ai connu JG, j'ai connu Will Maltête, j'ai connu ses proches. La légende dit que c'est parce qu'il avait montré un Nosface dont il avait besoin pour se rendre à Charleroi alors qu'il habitait à Dinan, et à un de ses voisins en disant « Si tu m'embêtes, je sais où je peux aller te chercher des ennuis ». Et il aurait eu des ennuis suite à ça. J'ai eu d'autres sources qui disent que Doisy a été très très lent à obtenir sa libération, qu'il aurait pu l'obtenir beaucoup plus rapidement et qu'il a un petit peu traîné des pieds. Donc tout ça n'est pas documenté. Ça mérite un examen un peu plus approfondi, notamment ce serait bien de regarder ce qu'a fait l'auditorat militaire, quel est le dossier exact de JG. Mais tout ça n'est pas si simple que ça. Il n'y a pas Hergé qui fait une nuit de prison, je crois, et JG qui fait 7 semaines. Il y a aussi le cas de Jacques Van Melkebeek, qui est rédacteur en chef clandestin du journal de Tintin et qui, lui, va être rattrapé en 1947 ou 1948, où on va lui demander de faire les 2 ans de prison pour lesquels il a été condamné. Et Jacques Van Melkebeek était le rédacteur en chef du Soir illustré, dans lequel a collaboré Hergé. Donc c'est un aspect qui n'est pas encore aujourd'hui suffisamment documenté. Peut-être que je le ferai un jour ou que d'autres historiens le feront. Pour le moment, on s'est occupé surtout de Spirou sous l'occupation et du rôle incroyable que Jean Doisy a joué dans cette histoire. Et avant de répondre à votre question, il y a quand même une grosse lacune. Van der Steen. Non, mais c'est pas pour donner la parole, je vais le faire. T'avais qu'à faire ton boulot. Donc Willy van der Steen. T'es juste un Wallon, c'est tout. Toi, t'es juste un Wallon. T'es flamand ? Eh ben, parle de chez toi. Bref. Chez les Flamands, il y a l'équivalent de Tintin, ou je sais pas, par un auteur, Willy van der Steen, qui a eu pignon sur rue en Flamandie jusqu'à sa mort. Et le brave Willy van der Steen, pendant la guerre, a commis... L'auteur de Bob et Bobette. Oui, pardon, j'ai oublié de citer son chef-d'œuvre. Oui, dont un volume antisémite qui est paru à la fin des années 60 ou début 70. Et pendant la guerre, il a fait de magnifiques dessins antisémites pour la propagande nazie. Sans aucune conséquence ensuite, ni au sortir de la guerre, ni pour la suite de sa carrière. Parce qu'on n'en savait rien, et c'est après sa mort que ses enfants... Cherche pas à te dédouaner, t'es flamand. Non. C'est après sa mort que ses enfants ont oui, mais il avait qu'à mandaté... en parler parce que là, il faut que je réponde à la question sur Vika. Oui. Mais permets-moi ces enfants ont mandaté une équipe de chercheurs qui précisément a pu trouver les preuves de son rôle de collaboration, mais ça avait été soigneusement caché auparavant. Oui, mais on reconnaît, quand on regarde le dessin, on reconnaît la patte. Mais Vika, en fait, a été jugé par la Cour de justice de la Seine, c'est-à-dire
la principale instance pour Paris. Il a été condamné à 1 an de prison. Je ne suis même pas sûr qu'il ait purgé toute la peine de mémoire, parce que j'ai complètement oublié le dossier. Et ensuite, il disparaît, en fait. Il n'a pas de... Et il meurt dans les années 50. J'ai complètement oublié le... Oui, il meurt dans les années 50. Contrairement aux autres, lui, il est grillé. Mais il est grillé parce que ça a été le plus visible d'entre tous. C'est quand même les seuls albums, à ma connaissance, de l'ultra-collaboration. Saint-Augan, il fait du maréchalisme. Bontin, il est maréchaliste. Mais il va très bien s'en sortir au point que je ne me rappelle plus les années précises, mais fut un temps, les prix Angoulême étaient appelés les Alfred en hommage à Saint-Augan. Ça n'a pas duré super longtemps. Après, ils ont préféré choisir quelqu'un qui était tout blanc. Non, oui, mais ça n'a rien à voir. ARG, du coup, pour ceux qui n'ont pas la ref. Mais en fait, voilà, Viquet est le seul qui a été grillé par la guerre, contrairement aux autres. Bien. Eh bien, s'il n'y a plus de questions... Oui, juste là. Très rapidement, est-ce que Doisy et Brigitte ont été reconnus juste parmi les nations ou pas? Brigitte, oui. Doisy... la demande n'a pas été faite et c'est compliqué aujourd'hui parce qu'il faut des témoins directs et ils ne sont plus trop là. Il n'y a aucune raison formellement que Doisy soit reconnu juste. Il n'y a pas de sauvetage direct. Le fait d'être résistant, ça ne relève pas de la catégorie de juste. Bien, eh ben, nous allons remercier Tal Brutman, Maël Ranou et Didier Passamonique pour ce voyage au pays des illustrés avant, pendant et après l'occupation.